Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La neurologue que vous êtes a toujours le cerveau en éveil, mais aussi le nez. Les parfums sont ainsi présents dans le nouveau livre de la romancière populaire que vous êtes aussi. Un parfum de succès assorti sans doute à quelques droits d'odeur. Bonjour, Sophie Talmen. Bonjour Jacques. Alors effectivement, vous êtes aujourd'hui, et c'est une surprise pour beaucoup de gens qui ne croyaient pas en vous, une romancière populaire. Vous publiez votre 6e livre, Là où le bonheur respire, chez Albin Michel, et vous êtes un phénomène de société qu'on va évoquer à travers des dates clés, comme on le fait d'habitude, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Avant de parler de ce livre, bien entendu. Alors la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais je crois qu'elle est importante pour vous. C'est le 28 janvier 1981. C'est la sortie de ce film dont on écoute la bande originale. Le Lagon bleu. Et je crois que ce film a marqué votre vie. Ah, vous me faites rire. En fait, c'est un film, quand j'étais petite et que j'avais de la fièvre et que j'avais le droit de ne pas aller à l'école, c'était le film que je regardais et ça m'apaisait, j'avais l'impression d'aller mieux. Finalement, un film aux vertus thérapeutiques. Alors, ce film, c'est une histoire d'enfants qui se retrouvent seuls sur une île déserte et c'est quand même avec Christopher Hodkins et Brooke Shield qui débutait. Elle avait 14 ans. Il faut savoir que Brooke Shield, on a oublié, elle a débuté à l'âge de 11 mois. Elle était un bébé ivory dans une publicité de ce savon. Et ensuite, elle a été avec Louis Malle, la prostituée dans La Petite. Et c'est une carrière très précoce. Alors, ce film vous a marqué. Est-ce que ce film aussi, qui est un film joyeux, émouvant, est un déclic par rapport à vos romans d'aujourd'hui, Sophie Talmen ? Non, je ne pense pas. Maintenant, j'ai toujours adoré les comédies romantiques, les amours naissants. Et c'est aussi ça dans ce film-là. Un amour naissant entre deux enfants. Qui sont naïfs de tout parce qu'ils se retrouvent sur une île déserte sans accès à la culture de leur monde actuel. Et voilà, j'aimais beaucoup ce film-là, étant enfant, c'est sûr. Les enfants ont adoré le film et les critiques l'ont démoli parce que c'était pas assez intellectuel, mais ça, c'est un classique. Alors, vous n'êtes pas née, Sophie Talmen, sur une île, mais pas loin d'une pointe, celle de la Bretagne, car vous avez grandi, je crois, à Rennes. Oui, je suis née à Rennes et j'ai grandi juste à côté, à Liffré. Alors, à Rennes, il faut savoir que le Minitel a été créé à Rennes et que Rennes est aujourd'hui classée première au palmarès des villes de France où il fait bon vivre. Ville, c'est une ville, Rennes, étudiante, dynamique, qui sur le plan culturel, hors période de confinement, il se passe plein de choses. Donc oui, c'est une ville très agréable. Ouais. Et une ville, effectivement, où il n'y a pas de taux de problème qu'on trouve dans d'autres villes de France aujourd'hui. C'est resté une ville moyenne et familiale. Oui, je pense familiale et étudiante, je le rappelle. Ouais. Alors, vous avez un caractère de Bretonne, c'est-à-dire que même à l'école, vous vous y respectez par vos petits camarades. Talmen, ça veut dire front rocheux, et en breton, ça peut aussi vouloir dire têtu. Et ça me correspond assez bien. Et on vous appelait, je crois, la catcheuse à l'école. Pourquoi ? Non, c'est mon grand frère qui avait son groupe de copains. Et c'est vrai que quand il venait à la maison, j'étais une petite sœur qui se laissait pas marcher sur les pieds. Alors, Talmen, c'est pas votre vrai nom, parce que vous appelez Sophie Horry. Pourquoi ce pseudonyme ? Pourquoi Talmen ? C'est vrai que moi, j'étais le docteur Horry à l'hôpital et j'écrivais. J'avais une autre activité qui débutait et j'avais vraiment envie de scinder les deux. De plus être le docteur Horry qui écrit, mais d'être une autre. Voilà. J'avais vraiment envie... Et pourquoi Talmen ? C'est venu comme ça ? C'est venu comme ça. C'est un endroit que j'aime bien en Bretagne et quand on le retourne, ça fait mental. Et comme je l'ai dit, le front rocheux, têtu... Voilà, il y avait plein de choses qui correspondaient à ce que j'étais. Alors, j'en reviens à votre enfance, Sophie Talmen. Il y a une émission de télévision que vous ne manquiez jamais. Le générique de Champs-Élysées. Tous les samedis soirs, je n'attendais qu'une chose, c'est que la voiture arrive en bas des marches et que les stars sortent et montent l'escalier avec des yeux qui brillent. Ça vous faisait rêver ? Complètement rêvé. Et puis, grâce à cette émission, je pense que j'ai acquis une certaine culture musicale des années 80 et 90. Mais oui, ça me faisait rêver.
Oui, et en même temps, vous n'aviez jamais mis les pieds à Paris avant, Sophie Talmen? Ah si, j'y allais très régulièrement. Moi, ma mère est belge. Et donc, j'ai une grande famille en Belgique et on passait tout le temps par Paris. On s'arrêtait toujours à Paris. On allait dans la boutique qui n'existe pas des Champs-Élysées, plus en tout cas une pelucherie des Champs-Élysées. Et pareil, je la regardais avec des grands yeux, avec ces grandes girafes en peluche de plus de 2 mètres de haut. Voilà, c'était toujours voilà, on s'arrêtait toujours ici. Et je crois que c'est la pelucherie Disney. Je crois que c'est Disney qui avait ouvert cette boutique sur les Champs-Élysées. Alors, il se trouve que Champs-Élysées, il y a eu un scandale dont on n'a jamais parlé. Un jour, il y a un clip vidéo qui passe en décembre 83 et il y a mis un courrier de téléspectateurs dément contre ce clip qui, paraît-il, est scandaleux. C'est un film américain d'épouvante. Les enfants vont être traumatisés. Et ce clip, c'était Michael Jackson. Exactement. Ouais. Et c'est fou. C'était thriller. Oui, je me souviens bien de ce clip. Il avait vraiment surpris à l'époque. Oui, et on n'imaginait pas que ce serait un tel succès. Et ça a fait scandale. Alors, vous regardez cette émission, je crois, en mangeant des bonbons qu'on appelle les sugus. Toujours, mes racines belges, les sugus sont des petits bonbons durs voilà, qu'on mange en Belgique. Oui, et qui sont aujourd'hui très cotés à Hong Kong, où ils sont considérés comme des porte-bonheur. Vous êtes bien renseigné en tout cas. Hein. Alors, vous avez quand même d'autres occupations, donc vous êtes neurologue, on va en reparler, mais vous avez grandi dans une vraie famille de médecins. Je crois que votre grand-père, lui, a dirigé un sanatorium à la Boissière. Exactement, à la Boissière, un sanatorium qui, avant ma naissance, est devenu un centre pour enfants avec handicap moteur, bien sûr, à la disparition de la tuberculose. Et mes grands-parents vivaient dans le centre. Mon père a grandi dans ce centre. Et puis, mon père est devenu médecin généraliste avec le cabinet dans notre maison familiale. Donc, j'ai toujours baigné dans cet univers-là, oui. Oui, et la Boissière, c'est en Bretagne, je crois. Près de Rennes, oui. Voilà. Et il y avait un château dont Jean Edernalier a hérité. Et puis, bon, comme il a fait quelques bêtises, il est aujourd'hui à l'abandon. Il est à l'abandon au sein du parc de ce centre qui existe toujours. Et mon grand-père, qui avait toujours des idées un peu de grandeur, il avait créé, il avait fait apporter des animaux de ferme. Enfin, il avait vraiment créé tout un parc pour les enfants malades. Et voilà. Et ma grand-mère était institutrice, elle, dans le centre. Enfin, c'était vraiment de la famille, quoi. Ma mère qui naît dans le centre, voilà. Oui, car votre mère est kinésithérapeute aussi. Elle travaille aussi auprès des enfants. Auprès des enfants. Ouais. Et finalement, votre père, médecin de famille, est aussi médecin de campagne. Il peut aller travailler dans les environs. Complètement. C'est vraiment la périphérie de Rennes, donc il fait aussi médecin de campagne dans les fermes aux alentours. Ouais. C'est un métier de plus en plus rare, ça, Sophie Talmen. Oui, d'autant plus qu'il est non informatisé, sans secrétaire, un peu à l'ancienne. Il aime bien que je dise médecin à l'ancienne, ça le fait rire, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ils sont en voie de disparition, ces médecins qui sont pourtant utiles à la société. Oui, complètement. C'est une médecine qui se pratique plus trop là, à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on crée des grandes maisons médicales avec plusieurs professionnels de santé. D'avoir un médecin tout seul dans sa maison, oui, ça se fait de moins en moins. Oui. C'était aussi le cas de Pierre Fugain, le père de Michel Fugain, qui lui se trouvait au-dessus de Grenoble, à Vorep. Et d'ailleurs, il a été arrêté par les Allemands parce qu'il faisait de la résistance. Et puis, il a été relâché parce que son fils Michel naissait. Il en a profité pour s'évader. Et aujourd'hui, une rue de Grenoble porte son nom. Oui. Alors, votre avenir est évident, c'est la médecine, sauf Sophie Talmen, que vous avez une passion pour les lettres depuis toujours. Oui, depuis que je suis toute petite, j'écris des petits textes, des petits poèmes. Et puis, avec l'idée vraiment d'écrire un jour mon premier roman. Et voilà. Et vous faites vos études au lycée Chateaubriand, qui est à Rennes, lycée où il y a également Étienne Dao, qui a été élève. Tout à fait. J'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Mais il y a quelqu'un que vous préférez, c'est celui-ci. Je sais plus qui tu es, qui a commencé, quelle est la mission. C'est Bachung. Mon chanteur préféré, de loin. De loin. Et ça, c'est Fantaisie militaire. C'est quelqu'un ça me met les larmes aux yeux. Moi, comment ça se fait? Bachung. Je sais pas, ses textes, la poésie de ses textes me touche énormément. Il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est que au début des années 60, il venait passer ses vacances d'été chez sa grand-mère maternelle à Landres-Varzec, en Bretagne. Ça, c'est bien en Bretagne, avec un nom comme ça. Voilà. Et il était là et il impressionnait tout le monde en faisant la roue et en donnant des petits concerts. Les premiers concerts de Bachung, c'était en Bretagne, enfant. Et j'ai eu la chance de voir Bachung à Saint-Malo, dans une petite salle à la fin de sa vie. Et c'était un concert très intime.
Vous avez aussi un côté Bachungs, on pourrait vous appeler Madame Rêve, car vous voulez apporter du rêve, Sophie Talmen. C'est sûr qu'il n'y a pas une seule journée où un lecteur ne me dit pas que mes romans lui ont fait du bien. Et ça me fait plaisir. Ça ne peut pas me faire plus plaisir parce que j'ai l'impression d'aller dans la continuité de mon premier métier de médecin. Et si je peux faire du bien avec l'écriture, c'est tout ce que je veux. Oui, et c'est venu tout de suite quand vous avez eu envie d'écrire qu'il faut apporter le bien autour de vous. Non, l'idée n'est pas forcément venue, mais comme j'écris le soir à la fin de mes journées de travail pour aussi libérer les émotions de la journée et aller mieux, je ne suis pas forcément étonnée que mes lecteurs me disent que la lecture de mes histoires leur fasse du bien. Voilà. Alors, ce qui vous a fait du bien aussi à l'école, c'est de travailler pour le journal du lycée. Oui. C'est sur vos premiers textes finalement. C'est mes premiers textes, des petits poèmes. Et également, ce que j'adorais, c'était dessiner, parce que j'adore le dessin aussi, les profs. Et donc, il paraissait dans le journal. Ouais. Et ça ne se terminait pas par une punition? Non, non. Et le journal s'appelait STF, c'est-à-dire sans titre fixe. Voilà. C'est drôle, ça. Oui. Et vous étiez aussi au conseil de rédaction, c'était sérieux, ça paraissait. C'était sérieux, hein, oui. C'est à l'époque. C'était un mensuel, il me semble. Ouais. Ah, il y avait des journaux de lycée à l'époque, on travaillait, et c'était presque un début d'écriture pour vous. Tout à fait. Ah oui, puis moi, de toute façon, dès qu'il y avait un projet dans le lycée, j'étais plutôt meneuse. Alors, le bac, vous l'avez, et puis ensuite, il y a le choix entre Cagne, Hippocagne et la médecine. Et votre envie, c'est les lettres, c'est évident. Oui, j'étais très attirée par cela. Et puis, mon père, très pragmatique et un peu anxieux, m'a dit, mais voilà, tu m'as aussi parlé de la médecine. Je dis, oui, c'est sûr que ça m'attire aussi. Il me dit, voilà, faut pas que tu aies des regrets parce qu'on ne fait pas médecin sur le tard. Donc, c'est maintenant ou jamais. Alors que, voilà, ce côté littéraire et artistique, parce que je faisais beaucoup de théâtre également, il me dit, tu pourras continuer comme loisir en plus. Et voilà, pour une fois, j'ai écouté mon papa. Et vous avez opté pour la médecine. On en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 22 décembre 1978. A tout de suite sur Sud Radio avec Sophie Talmen. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Sophie Talmen. Là où le bonheur se respire, c'est un roman chez Albin Michel dont on va parler tout à l'heure. Et on vient à une date qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante, si j'en crois à votre métier de médecin et votre passion de la littérature. 22 décembre 1978, c'est le premier épisode du premier feuilleton français où on parle de médecine. Médecin de nuit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Eh bien, les feuilletons français n'existaient pas sur la médecine. C'est le premier qui existait. C'est une jeune femme déçue par ses études de médecine qui devient standardiste dans une équipe de médecins de nuit. Il y a eu 38 épisodes de 54 minutes qui ont cartonné. Et c'était Catherine Allégret qui jouait le rôle principal. Et le créateur était un certain Bernard Griden, qui était un pseudonyme. C'était le créateur de Médecins du Monde, Bernard Kouchner, qui avait écrit ce feuilleton. Et c'est vrai que les feuilletons sur les médecins, il y en avait aux États-Unis. Urgence, Dr House, que vous avez certainement vu, forcément. Et puis, la première série s'appelait Le jeune docteur Kildare en 61, totalement oublié aujourd'hui. C'est vrai que la médecine à la télévision, il y a eu des émissions médicales, mais c'était pas évident de faire des séries et des histoires au départ. Complètement. Et c'est vrai que moi, quand j'ai écrit mon premier livre, Les yeux couleur de pluie, où je raconte l'histoire d'une étudiante en médecine, j'avais pas pensé initialement que dans la littérature, il n'y avait pas grand-chose. Autant il se passait des choses à la télé ou au cinéma, mais en littérature, il n'y avait pas tellement l'équivalent de saga médicale. Et d'où, je pense, le succès des yeux couleur de pluie. Voilà, qui a été immédiat, on va en parler. Mais déjà, les études de médecine, vous travaillez énormément. Je crois que la première année, vous travaillez, mais vous ne faites rien d'autre, Sophie Talmen. Non, j'avais un but, c'était réussir mon année. Mon grand frère était passé par là 2 ans auparavant. Je savais qu'il fallait bosser tous les jours, sans relâche. Et moi, je suis une travailleuse et je rendais les choses même ludiques. J'adore le dessin. J'ai dessiné mes planches d'anatomie avec plaisir, en faisant des couleurs, des légendes.
Ma biochimie, pareil, je faisais mes formules de biochimie. J'ai rendu ça ludique et finalement, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant 1 an et ça a payé. Voilà. Alors, c'était à la fac de médecine de Rennes et vous avez terminé première au concours de fin d'année. Alors, première des bisus, parce qu'il y a les bisus et et les redoublants, mais oui. Alors, les bisus, justement, le bizutage en médecine, c'est très important. Aujourd'hui, on l'interdit dans beaucoup d'endroits, alors qu'en médecine, ça existe. Oui, mais à mon année, à mon époque, ça avait déjà quasiment disparu. J'ai pas été bisutée. Ça consistait en quoi? Parce que moi, je me souviens du bizutage dans mes hautes études de mathématiques, qui n'ont pas duré longtemps. On faisait des pompes à la station pompe. On prenait un shampoing avec de la lessive dans les bassins du Trocadéro. C'était bon enfant pour se faire des amis. Mais ça pouvait ne pas être bon enfant, hein, je pense, dans les années 80, 70. Voilà. Ouais. Et donc, il y avait certains traumatismes. Ouais. Donc, il a fallu les éviter. Alors, vient l'heure du choix, la neurologie. Pourquoi la neurologie, Sophie Talmen? Au lycée, j'ai lu un livre clé qui s'appelait « L'homme qui prend sa femme pour un chapeau » d'Oliver Sacks, neurologue également, écrivain, qui m'a marquée en lisant ce livre qui parlait de cas en neurologie et qui essayait de percer les mystères du cerveau. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, essayer de comprendre comment on fonctionne, d'où viennent les émotions, le cerveau droit, le cerveau gauche, quel est le circuit de la mémoire. Tout ça, ça me passionnait et pour moi, c'était la spécialité un peu la plus littéraire de toutes les spécialités. Mais c'était aussi une spécialité complexe qui demande beaucoup de travail. Voilà, mais ça ne me fait pas peur le travail. Alors, la neurologie, je me suis encore renseigné, il y a un traité égyptien de chirurgie traumatique qui décrit certaines lésions qui sont donc les bases de ce qu'on soigne en neurologie aujourd'hui, déjà au temps de l'Égypte ancienne. Ah oui, pourtant, c'est une spécialité assez récente, la neurologie, parce que avant, on appelait ça la neuropsychiatrie, hein, dans les années 50, 60, et la neurologie en tant que telle, elle est née à cette époque. Ouais. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est quand même Aloïs Alzheimer. Oui, puis Charcot. Oui. Et Cocorico, c'est des Français. Voilà, des Français. Mais ça veut dire ça veut dire que vous avez travaillé beaucoup, encore plus que d'autres médecins, parce qu'il fallait ingurgiter ces bases qui sont très complexes, Sophie Talmen. Je pense que dans chaque spécialité, il y a du travail. Et puis ce qui est bien en médecine, c'est du travail, et puis en constante évolution. Je veux dire, il y a toujours des choses à apprendre. Et toujours des choses à découvrir. Complètement. Et c'est vrai que le cerveau, on ne sait pas grand-chose sur lui. Oh si, petit à petit, grâce aux IRM fonctionnels, où on voit quelles zones s'activent quand on fait des tâches particulières, on en découvre, on en sait beaucoup déjà. Ouais. Alors, votre famille vous suit, ils vous soutiennent, Sophie Talmen? Oui, bien sûr, avec beaucoup de bienveillance. Et oui, ils me suivent, ils m'écouteront sans doute là aussi. Alors, il y a quand même, vous avez parlé de théâtre, je sais que vous avez joué une pièce qui est la maladie de Saxe, d'après Martin Winkler. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Une pièce médicale, encore déjà, c'est un livre, Martin Winkler, qui décrit le quotidien d'un médecin de campagne généraliste, avec ses doutes. Et j'adore la plume de Martin Winkler parce qu'elle est à la fois touchante, émouvante, mais drôle à la fois. C'est des petits textes très courts, en fait, avec des cas de patients. Et du coup, on a fait des petites scénettes aussi très courtes, en reprenant les scènes de son livre. Et on était donc étudiants en médecine, on avait notre petite troupe, on jouait dans une salle préfabriquée de la fac. Et voilà, très naïvement, on a écrit à l'auteur en lui expliquant qu'on montait la pièce de son livre. Et il nous a fait la joie de venir, Martin Winkler. Il était vraiment très content et touché qu'on monte sa pièce. Et c'était mon premier moment d'échange, parce que moi, je jouais la femme du docteur Sacks. Et on a parlé après la pièce, c'était un très beau moment. Vous auriez pu aussi faire du théâtre, finalement? Oui, j'adore le théâtre. Alors, vous choisissez la médecine et vous allez vous installer à Lorient après avoir beaucoup hésité, Sophie Talmen. Moi, je suis très attachée à Rennes. Il y avait ma famille, mes amis, mes collègues. Mais c'est vrai que c'était un choix de couple. Mon mari est médecin aussi. On avait envie de rester médecin hospitalier public. Ça, c'était important pour nous. Et on avait un poste pour tous les deux au bord de la mer à Lorient. Donc, je suis allée avec un peu d'appréhension. Et puis, j'ai vu ce que c'était la vie au bord de mer, la qualité de vie. Et donc, je ne regrette pas ce choix.
Il y a quelqu'un qui est notre ministre des Affaires étrangères, qui est Jean-Yves Le Drian, qui est né à Lorient. Bien sûr. Et lui, je l'ai vu un soir dans un dîner avec Irène Frein, entonner avec une mémoire parfaite des chants bretons traditionnels. Et Irène est de Lorient également. Exactement. Hein, oui. Et c'est vrai que les chants traditionnels bretons, on les connaît par cœur là-bas, on les fredonne dans les dîners, comme Lapin Polaise ou d'autres. Oui, alors de là à dire que je les connais par cœur, je ne sais pas, mais c'est vrai Lorient est aux portes du Finistère. Et c'est vrai que c'est assez bretonnant. Nos pancartes à Lorient, il y a le mot français, hôpital, et il y a le mot breton juste en dessous. Attention, hein. C'est important. Et alors, vos premiers écrits, finalement, après l'école, ce sont des journaux évoquant la neurologie, Sophie Dalmen. Vous avez écrit des articles dans ces journaux? Oui, comme toute étudiante en neurologie, j'ai écrit certains articles, oui, dans des journaux internationaux. Ouais. Oui, mais c'est des journaux beaucoup plus sérieux. Oui, c'était pas un roman. Oui. Et la neurologie vous permet d'avoir des histoires différentes qui vous passionnent, car vous découvrez cet univers avec les malades, et il y a un univers passionnant qu'on méconnaît. Moi, je dis souvent que mon premier métier de neurologue nourrit mon deuxième métier, donc l'écriture de mes histoires. C'est sûr qu'à l'hôpital, en une journée, je croise une centaine de personnes, que ce soit mes patients, les soignants qui travaillent avec moi, les secrétaires, les brancardiers. Et donc, il y a matière à raconter plein de choses. Et puis, à l'hôpital, les émotions sont très fortes aussi. On côtoie des drames, mais on côtoie aussi des grands bonheurs. Ouais. Oui, et en même temps, vous prenez des notes de temps en temps pour travailler le soir. Il m'arrive entre deux consultations, ou même lors d'une consultation, une phrase qui me touche. Je me rappelle un patient, moi j'étais assez rassurante, un patient d'un certain âge, et il me dit, vous savez docteur, c'est gentil d'être rassurante, mais on ne peut pas être et avoir été. Et voilà, je lui ai dit au revoir et je me suis dit, ça forcément, je vais le mettre parce que c'est une phrase qui est sortie comme ça et qui m'a touchée. Et voilà, et il y en a beaucoup d'autres. Ouais. On en parle à travers une autre date, le 29 avril 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec Sophie Talmen. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sophie Talmen. Votre nouveau livre, le 6e, Là où le bonheur se respire, chez Albin Michel. Et puis une date, vous ne l'avez pas oubliée, j'en suis sûr, c'est le 29 avril 2015. Donc la première publication de mon roman. Sur le net. Sur le net, des yeux couleur de pluie. Voilà, c'est le jour où vous l'avez posté. Exactement. Avec une peur totale d'ailleurs. Oui, parce que mon envie initiale, c'est d'être publiée par une maison d'édition. Et j'avais pas eu de réponse positive, en tout cas aux envois. J'avais fait 16 envois par la poste. Et 2 m'avaient répondu, mais j'avais juste une phrase comme quoi ça ne rentrait pas dans la ligne éditoriale de la maison, sans savoir si vraiment ça avait été lu, s'il y avait des défauts à corriger. Et puis, c'était la première fois que je ressentais ce désir d'être lu, d'avoir un retour sur mon texte, savoir si ça pouvait intéresser, si les lecteurs pouvaient vibrer avec mes personnages. Un désir fort. Et j'ai vaincu ma peur, et je me suis lancée là, sur cette plateforme Internet, avec ce pseudonyme, du coup. Et sur mon compte auteur, j'avais une photo de moi, mais de dos. Pourquoi ? J'avais peur de montrer mon visage, aussi qu'on me reconnaisse avec cette carrière hospitalière, en fait. Ouais. Et donc, ma maison d'édition y a vu un coup de pub, parce que j'étais en cireux jaune devant la mer, avec les cheveux détachés. Et pour eux, ça a donné un côté très mystérieux. Alors que moi, je n'avais pas forcément voulu... attiser la curiosité comme ça. Et que les maisons d'édition ne vous répondent même pas, ça vous a étonné, ça vous a déçu, Sophie Talmen ? Alors petit à petit, au fil des mois, elles m'ont presque toutes répondu. Pareil, une ligne négativement, alors que le livre faisait un carton sur Internet. C'était marrant. Ces réponses négatives a posteriori, alors que les maisons parisiennes étaient en train de m'appeler pour me dire qu'elles voulaient publier le roman. Voilà. Il faut savoir que les maisons d'édition, je connais des gens qui ont fait des expériences d'envoyer des romans, des manuscrits avec des pages collées. Ils reviennent, ce livre ne nous intéresse pas, et les pages sont encore collées. Alors je sais que mon éditrice, Lina, est responsable des manuscrits chez Albin, et je sais qu'elle lit, mais elle en reçoit énormément. Et je sais qu'il y a certains collègues auteurs qui ont été découverts par voie postale, donc il faut quand même espérer. Je pense à Morgane Audic, chez Albin Michel, qui publie des polars,
qui est prof d'histoire géo à Rennes et qui a envoyé son manuscrit et qui a été publié. Et c'est d'ailleurs un très bon polar. Le plus célèbre, c'est Papillon, Henri Charrière, best-seller des années 70. Robert Laffont est chez lui un samedi matin, il reçoit le manuscrit, il n'a rien à faire, il le lit. Personne ne l'avait lu, c'est devenu un best-seller international. Voilà, c'est pour ça, voilà, il faut quand même espérer. Moi, j'avais envie d'aller dans... Pour moi, c'était aller dans l'ordre, envoyer mon manuscrit. Je savais que je serais déçue, je n'espérais pas non plus être découvert par cette voie-là. Mais je ne me suis pas démontée, j'ai quand même posté mon manuscrit sur Internet pour voir si j'avais des retours. Et mon cousin, étant un peu artiste, m'a fait une très belle couverture. Ma belle-sœur a posé en blouse blanche avec un ciré jaune sur l'épaule. Et ça a fait la couverture du premier roman. Et je ne regrette pas, puisqu'au bout de 3 semaines, voilà, j'étais numéro 1 de la plateforme. À votre grande surprise. Ah oui, l'immédiateté de cette plateforme Internet par rapport à la longueur voilà, de l'attente par l'envoi de mon texte par courrier postal, oui, c'est un décalage. Ouais. Les responsables d'Amazon vous ont appelé en disant « Mais qui êtes-vous » Ah, vous êtes bien informés, oui, ils m'ont appelé, mais ils me disaient « Mais qui êtes-vous ? Là, vous êtes première, on ne vous connaît pas, c'est votre premier roman. » Oui, c'était marrant. Et qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là ? Alors, j'ai surtout eu beaucoup de fierté quand une éditrice m'a appelée. En fait, elle m'avait contactée sur mon compte auteur sur les réseaux en disant « Voici mon 06, merci de m'appeler, je suis responsable d'une maison d'édition. » Et là, je l'avais eu au téléphone, elle m'a dit « Mais tout Paris va vous appeler pour avoir votre livre là. Moi, je le veux absolument. » Et là, je m'étais assise en me disant « Est-ce que je suis en train de rêver là ? Qu'est-ce qui se passe ?» Oui, effectivement, beaucoup d'éditeurs vous ont appelé, il a fallu choisir. Oui, j'ai été dans cette position, j'ai eu cette chance et voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Mais oui, en même temps, c'est étonnant que personne ne vous ait découvert avant. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils reçoivent beaucoup de manuscrits, une 40aine par jour, il me semble. Alors, le roman, c'était une étudiante en médecine qui est affectée à Brest, en Bretagne, bien sûr, et qui va découvrir l'univers des urgences, des gardes de nuit et de la maladie. Pourquoi cette idée ? Tout est venu d'une phrase d'une de mes internes, parce qu'effectivement, j'ai 2 internes dans mon service en permanence qui tournent. Et cette interne venait de l'Est de la France. Et sa hantise, c'est d'être affectée à Brest, le bout du monde à ses yeux. Et de cette phrase, je me dis, mais ça va faire une magnifique histoire, une interne qui avait peur d'aller au bout du monde, qui s'y retrouve seule et qui va finalement découvrir la Bretagne, les beaux paysages, et puis l'authenticité des gens aussi là-bas, qui sont chaleureux. Et j'avais envie de parler de ces études en médecine, ce décalage entre la vie de 25 ans, naïve, on a envie de faire la fête, on a envie d'être resté insouciant, et puis on endosse la blouse blanche, on se retrouve à l'hôpital, et là, avec des responsabilités, on côtoie la maladie, la mort, qu'on n'a pas forcément côtoyé avant, et l'empathie qui déborde, comment réagir face à un premier patient, comment examiner. Voilà, tout ça, j'avais envie de le décrire dans cette histoire. Et comment expliquez-vous que du jour au lendemain, les lecteurs est accroché sur cette histoire, Sophie Talmen ? Je pense que Marie-Lou, mon personnage, ils se sont identifiés à elle parce qu'au départ, elle est comme eux. Elle a peu de connaissances en médecine, au monde médical. Et petit à petit, elle va s'affranchir. Et moi, je pense qu'ils ont été touchés par ce personnage-là. Et vous ne connaissiez pas non plus les codes de l'écriture à l'époque ? Non. C'était instinctif. J'ai pas fait de cours. Voilà. Ouais. Alors, vous évoquez dans ce livre la maladie, les urgences. Les urgences, il y a toujours une légende. Ce sont les chansons de corps de garde en coulisses des médecins. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de... Pas trop en province. Voilà. Non. À Paris, ça marche. Ils les entonnent en permanence pour se défouler, parce que ce sont des moments très durs. Et un jour, il y a des médecins qui arrivent dans un cabaret de Montmartre inconnu et qui commencent à faire des chansons de corps de garde. La patronne les reprend avec eux. Ça marche tellement, alors que ce lieu ne marchait pas, qu'elle va les chanter tous les soirs. Ça va être le début de sa carrière. Et cette chanteuse, c'était Patachou. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Et finalement, un jour, elle reçoit un jeune poète qui ne veut pas chanter, le 6 mars 52. Elle l'oblige à monter sur scène, c'est Georges Brassens. C'est-à-dire, sans les chansons de corps de garde, il n'y aurait peut-être pas eu Brassens. C'est étonnant. Ah oui. Alors, ce livre, vous l'avez écrit sans imaginer un jour ce qu'il allait devenir, Sophie Talmen.
Non, j'imaginais pas avoir ce succès. Non, tout à fait. Et vous l'écriviez pour le plaisir, c'était un Moi, besoin? j'écris pour le plaisir le soir, voilà, comme je l'ai dit, pour évacuer les émotions fortes de la journée, pour me faire plaisir. C'est comme si j'ouvrais une petite fenêtre et que je retrouvais mes personnages, comme on peut allumer la télé et regarder sa série. Et ben moi, je retrouve ma série à moi et je suis actrice de mon histoire. Et je m'y attache beaucoup à mes personnages, à tel point que j'aime bien, en racontant une histoire, retrouver des personnages de mes précédents romans qui reviennent un peu satellites à mon roman actuel. Voilà. Mais alors, il faut savoir que vous avez quand même 3 enfants, une vie de famille, des journées épuisantes. On trouve la force d'écrire le soir quand tout le monde est couché? Oui, parce que c'est vraiment un jeu pour moi, un loisir. Mais je vous avouerai que des fois, quand la fatigue est trop grande, je me force pas. Pour moi, c'est une écriture plaisir. Donc, voilà, je ne me force jamais. L'idée vient et ensuite vous partez sans plan. Parce qu'il y a des auteurs qui font des plans, qui prennent des notes, qui font des enquêtes. Non, là, je suis de plus en plus organisée. J'avoue que mon premier roman, j'étais un peu désorganisée, mais comme tout premier roman. Et là, je construis un plan, je crée mes personnages et je commence quand j'ai tout ça. Et quand vous avez commencé, est-ce que votre famille nous a pas pris pour une folle en disant « mais ça marchera jamais » ? Ah non, jamais, personne ne m'a démotivée. Il faut croire en ses proches. Moi, je crois en mes enfants aussi quand ils ont des projets, des rêves. Je leur dis justement le contraire. Si tu as un rêve, tu essayes, tu travailles et on voit ce que ça donne. C'est vraiment pour moi, alors là, un moteur. Hein. C'est rare aujourd'hui, ce genre de réaction. Il faut avoir des rêves. Alors, ce qui vous a finalement décidé à tenter Internet, c'est une autre romancière dont vous allez forcément reconnaître la voix. Ma vie se résumait déjà à l'époque à parcourir les livres. Je ne savais pas encore les lire, mais je savais regarder les images, je voyageais à travers les livres. Et, Aurélie Vallogne, votre belle-sœur, oui, qui en a reçu dans Les Clés d'une vie, c'est une phrase des Clés Exactement. d'une vie, et c'est vrai que c'est votre belle-sœur d'abord. Oui, nos maris sont frères. Oui. Donc effectivement, je suis la tante de ses enfants. Et quand j'ai envoyé mes romans aux maisons d'édition, elle m'a conseillé Internet parce qu'elle venait de le faire pour m'aimer dans les orties. Et je lui avais répondu, non, moi ça me fait trop peur Internet, là avec mon métier à l'hôpital. Et voilà, et elle m'a dit, écoute, moi en tout cas, c'est ce qui m'a fait, ça marche bien sur Internet, et puis c'est comme ça que j'ai accédé à une maison d'édition. Voilà. Voilà. Elle vient de publier un nouveau roman, Le tourbillon de la vie. C'est une sorte de transmission entre un grand-père et son petit-fils qui a 60 ans de moins. Toujours des sujets qui touchent le public, parce qu'il faut trouver des sujets qui touchent le public, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, alors moi je réfléchis pas, et je pense Aurélie non plus, à forcément qu'est-ce qui va toucher le public, est-ce que je vais avoir du succès avec cette histoire. Voilà, vraiment, je m'inspire de mon quotidien à l'hôpital, et à chaque fois j'ai des idées qui m'intéressent et qui m'inspirent beaucoup. Là, par exemple, dans cette future histoire dont on va parler, c'est vraiment inspiré de mon quotidien dans mon service. Avec Clarisse, une jeune patiente qui chute de cheval, qui se retrouve hospitalisée en neurologie, et Lily, sa sœur qui vient à son chevet et qui se retrouve dans cette chambre au mur blanc, qui sent pas grand-chose et qui se dit, mais comment ma sœur va pouvoir s'éveiller dans une chambre comme ça? Voilà Ça, la question. Et ça, c'est des questions que vous posez. Voilà. On va en parler tout à l'heure, mais là déjà, on dit de vous aujourd'hui, Sophie Talmen, que vous êtes une pionnière du roman populaire du XXIe siècle. C'est gentil. Moi, ça me dérange pas du tout d'être classée, parce que c'est vrai que les journalistes aiment bien classer voilà, les auteurs. On me classe beaucoup romancière populaire, romancière feel good. Ça me pose ce mot est insupportable. Voilà, ça me pose pas de problème en tout cas. Moi, je vous dis, j'aime écrire, je le fais pour le plaisir. Et si ça touche les gens, c'est tant mieux. Et ça voilà, c'est. Vous auriez vu que vous vendez à peu près plus de 100 000 exemplaires à chaque fois. Vous auriez pu très bien choisir, arrêter la médecine, comme Jean-Christophe Ruffin, par exemple, qui est devenu romancier qui était et académicien. neurologue, oui. Et puis vous avez choisi de garder les deux. Moi, j'arrêterai jamais la médecine. Comme je le disais souvent, j'ai une patientèle qui m'attend, que je revois régulièrement. J'aurais l'impression de les abandonner. J'ai fait des années d'études. Je suis devenue neurologue.
j'ai des connaissances qui font que je peux m'occuper de certaines maladies et j'aurais vraiment l'impression d'abandonner mes patients. Voilà. Ça a été aussi le cas il y a bien longtemps d'un médecin qui est devenu un romancier célèbre, qui était le docteur André Soubiran. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il était médecin, il a fondé en 52 l'Automobile Club Médical de France, qui protège la qualité de vie des professionnels de santé, et surtout il a écrit Les Hommes en Blanc, 6 volumes qui sont devenus un best-seller. Un jeune médecin formé par un aîné qui devient médecin de campagne. Que j'ai lu. Voilà, le journal d'une femme en blanc, qui a été un film de Claude Anton-Lara, et ce médecin a continué, et je l'ai interviewé plusieurs fois, à travailler à l'hôpital et à écrire des livres qui étaient des best-sellers. Ah oui, on peut tout à fait, moi je suis un exemple, on peut tout à fait continuer à exercer, à écrire. Et l'écriture est effectivement une échappatoire. Ouais. Voilà, l'écriture, on va en reparler dans quelques instants à travers ce livre. Et une date, le 4 mars 2021. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sophie Talmen. Le 4 mars 2021 est sorti votre 6e roman, Là où le bonheur se respire, chez Albin Michel. Alors là, c'est plus un neurologue, c'est l'écrivain qui, le soir, pendant des mois, a troussé une histoire qui se déroule comme d'habitude, d'abord en Bretagne. Ah, toujours, ouais. J'aime bien décrire ce décor breton. Et là, je vous emmène sur l'île d'Ouessant. C'est la première fois. Oui, l'île d'Ouessant qui est un paradis terrestre, enfin qui n'a pas été toujours un paradis terrestre. Je crois que c'était le paradis de la contrebande au 19e siècle parce qu'il y avait des droits de douane tout à fait simplifiés. Ça m'étonne pas. Ouais. Et l'huile d'essence, c'est où exactement? C'est au large de Brest, à 20 km des côtes, donc assez loin. Ça se mérite d'aller à Ouessant. Et tout commence là, effectivement, car votre héroïne, donc une cavalière, qui a quelques soucis de santé. Et là, encore une fois, c'est un cas de neurologie assez courant, une chute de cheval, et on se retrouve pratiquement dans le coma. Oui, je me suis inspirée de patients. Oui. Donc, Clarisse se retrouve hospitalisée à la suite d'un traumatisme crânien grave et est dans un état qu'on appelle possi-réactionnel. Donc, elle ne peut pas communiquer au début de l'histoire. Et là, il y a donc sa sœur qui va intervenir, Lily, et puis un jeune externe stagiaire que Lily connaît avant. Et effectivement, il y a une histoire d'amour et d'amitié qui se crée autour de ce problème médical. C'est sûr, Lily et Evan vont se retrouver au chevet de Clarisse et tous les deux vont avoir un but en tête, l'éveiller. Voilà. Et pour l'éveiller, ils trouvent une solution très particulière. Ce sont les parfums. Lily, sa sœur, est parfumeuse et quand elle se retrouve dans cette chambre qui n'a pas beaucoup d'odeurs, en tout cas les odeurs de l'hôpital, elle va retourner sur l'île d'Ouessant pour essayer de chercher les parfums qui sont chers à sa sœur. Et elle va parcourir l'île et ça va être une façon aussi de découvrir qui est sa sœur. Mais c'est vrai que les parfums peuvent réveiller le cerveau ou c'est vous qui l'avez imaginé, Sophie Talmen ? Alors, je ne l'ai pas, j'ai pas connu de proches qui apportaient du parfum à mes patients, mais oui, l'odorat est le sens qui a le plus grand pouvoir sur la mémoire et les émotions. Ça, c'est bien connu. Qui n'a pas en tête un souvenir olfactif de l'enfance et quand il retrouve ce souvenir à l'âge, cette odeur à l'âge adulte, a ce souvenir en tête avec précision, retrouve ce souvenir en tête avec précision. Oui, l'odorat a vraiment un puissant pouvoir sur notre mémoire et j'avais vraiment envie de le raconter. Et vous avez mené une enquête ou est-ce que vous avez regardé certaines revues qui expliquent cela ou Oui, j'ai lu beaucoup. Moi, comme vous dites, j'ai écrit des articles dans des journaux scientifiques et je me suis beaucoup intéressée aux émotions. Quand j'étais étudiante en neurologie. J'ai lu aussi beaucoup pour écrire ce livre sur les parfums de Jean-Claude Héléna. J'ai lu également, j'ai relu Le parfum de Susskind. Voilà, j'ai fait toute une recherche là-dessus et ça a mené à cette histoire. Le parfum le plus célèbre du monde, ça reste le numéro 5 de Chanel. Alors, je ne sais pas si vous savez comment elle l'a créé. Elle considérait dans les années 20 qu'une bonne odeur doit être le complément d'un beau vêtement. Elle va voir un chimiste à Grasse, Ernest Beau. Elle lui fait essayer des mélanges très rares, une dizaine de mélanges, et elle choisit le 5e, donc le numéro 5, qui était le plus cher. Donc le chimiste pousse des hauts cris. Elle dit non, ce sera le parfum le plus cher du monde, et effectivement, c'est resté le numéro 5. Alors, ça veut dire parfum, ça veut dire
dire aussi bien un parfum comme le numéro 5 ou autre que le crottin de cheval. Ce qui m'intéressait dans le personnage de Lily, c'est qu'elle a l'habitude de créer des petites formules chimiques pour approcher une odeur réelle. Je sais que beaucoup de parfumeurs essayent d'approcher, par exemple, l'odeur de la mer sans vraiment y parvenir. Et donc là, quand elle est au chevet de Clarisse, elle veut vraiment lui rapporter les matières de base, voilà, les odeurs qui l'entourent. Et donc, elle va lui ramener effectivement des bonnes odeurs, comme par exemple du café ou des fleurs de genêt, par exemple. Mais elle va aussi lui rapporter des algues séchées, du crottin de cheval, de la paille, des éclats de ferraille. Et c'est ça qui m'intéressait. Et pourquoi les éclats de ferraille? C'est assez étonnant. Parce que Clarisse est plombière sur l'île avec sa maman. Elles ont une entreprise. Et sur l'île d'Ouessant, il y a vraiment une plombière. et donc, les éclats de ferraille oxydés, c'est l'odeur de son atelier. Et l'huile d'Ouessant, vous avez été vous promener, chercher des informations? Bien sûr. Quelles sont les caractéristiques de cette île, Sophie Talmen? Ça donne un goût de bout du monde, vraiment. On est tellement loin des côtes qu'on ne les voit pas, on les devine. Il y a un village à Ouessant où il y a une pancarte où c'est noté que c'est le village le plus proche de l'Amérique. Ouessant, c'est à la fois une austérité du paysage. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. On sent que l'hiver s'est fouetté par les tempêtes. C'est aussi un côté grandiose, des grandes falaises, des rochers qui poussent dans la lande. Là, on voit des rochers de granit un peu partout au milieu de la lande. C'est aussi des moutons en liberté. Voilà, c'est tout ça à la fois à Ouessant. Parmi les parfums qui sont dans ce roman en filigrane, Sophie Talmen, il y a aussi les tartines beurrées de chocolat. Ça aussi, c'est lié à des souvenirs d'enfance? Complètement. Et on sait que l'odorat et le goût sont des sens très liés. Et les recettes de cuisine de nos grands-mères, ou qu'on mangeait en étant enfant, restent vraiment gravées dans notre mémoire. Et on appelle ça les madeleines de Proust, d'ailleurs. D'ailleurs, vous l'avez souvent expérimenté dans vos livres. Je crois que dans vos livres précédents, vous avez évoqué le gâteau breton et le chocolat. Oui, dans Qui ne se plante pas ne pousse jamais. Oui. J'ai beaucoup, mon thème premier, c'est le chocolat, où il y a une histoire de transmission d'une grand-mère à sa petite fille. Qui a une urgence de transmission quand elle apprend qu'elle est malade et elle veut vraiment transmettre à sa petite fille toutes ces valeurs, et ça passe aussi par ses recettes de cuisine. Voilà. Et le chocolat, moi, tout le monde dit que c'est un antidépresseur. Un jour, le professeur Apfelbaum, qui était un grand nutritionniste, m'explique qu'en fait, le chocolat, il y a des corps qui régénèrent directement le cerveau. Ça n'a rien à voir avec la dépression. Ah oui, peut-être. Vous mangez du chocolat le soir en écrivant? Moi, j'adore le chocolat, ça c'est sûr. Et le gâteau breton? Parce que ça aussi, c'est des spécialités locales, parce que vous mettez toujours des spécialités locales dans vos romans. Et régulièrement, mes patients m'apportent un gâteau breton. Le gâteau breton, c'est vraiment le 4/4 en France, quoi. C'est le gâteau qu'on partage le dimanche, qu'on offre. C'est quelle est la spécificité beurre, Mais quelle est la spécificité du gâteau breton? C'est le beurre, c'est quoi? Ah oui, ça, il y a beaucoup de beurre. Alors, comme le quignaman. Quand vous travaillez, vous écoutez aussi quelqu'un que vous affectionnez. Ibrahim Malouf dans Red et Black Light, et c'est vrai que ce trompettiste, vous l'adorez, vous l'écoutez en travaillant. Ah oui, vraiment, Ibrahim Malouf. Sa chanson Beyrouth, qui passe par plein d'états d'esprit, qui durent longtemps d'ailleurs, j'ai plusieurs minutes. Moi, j'adore Ibrahim Malouf. Alors, il faut savoir que c'est un grand musicien. On a accueilli son oncle il y a quelques semaines dans Les Clés d'une vie, qui est prix Goncourt. Il n'est jamais invité dans les festivals de musique classique. Et un jour, il a demandé à Maurice André, qui était son maître et le plus grand trompettiste du monde, pourquoi? Et on lui a dit, écoute, le monde de la musique classique ne peut pas inviter un Ibrahim parce qu'il ne pourra jamais expliquer comment on joue Bach ou Beethoven. C'était il y a quelques années, mais c'est assez étonnant encore. Je trouve ça même triste. Oui, c'est triste. mais une grande tristesse. Je pense que le monde a évolué depuis que Maurice André a dit tout ça. D'ailleurs, votre personnage, curieux, joue de la trompette dans le roman. Et mon fils joue de la trompette, mon instrument préféré.
C'est pas étonnant. Finalement, quand on écrit un roman, on met un peu de soi. Mais il y a beaucoup de vous dans ce roman. Mais les parfums, c'est aussi ceux que vous respirez? Oui, dans les parfums de Clarisse, à part bien sûr le crottin de cheval, mais j'y ai mis beaucoup de moi, c'est sûr. Les fleurs de genêt, des sentiers côtiers bretons, les algues qui sèchent sur les plages, c'est des odeurs que j'adore. Le chocolat, le café, oui. Alors, et en même temps, vous donnez des recettes dans ce livre. C'est une tradition. C'est une tradition. J'aime beaucoup que mes lectrices, à la fin du livre, puissent réaliser les recettes et retrouver l'histoire. C'est une façon de retrouver l'histoire a posteriori. Et là, la petite originalité, c'est que je mets une recette de brume d'oreiller. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand vous allez dans certaines parfumeries, on peut acheter des brumes d'oreiller. C'est quelque chose qu'on vaporise sur son oreiller pour aller mieux, pour apaiser. Et donc, Lily, forcément, elle a envie d'en créer une pour sa sœur, pour parfumer son oreiller, pour qu'elle se sente mieux dans sa chambre d'hôpital. Et c'est une recette authentique? Et c'est une recette authentique que j'ai réalisée plusieurs fois et que finalement j'utilise dans mon quotidien. Alors, et vous parlez aussi des bars bretons, parce que les bars bretons, c'est aussi une spécificité de la région. Et dans tous mes romans, il y a un endroit qui s'appelle le Gobe-Mouche, inspiré d'un bar qui existe vraiment, qui s'appelle le Tumouche. J'ai juste un petit peu modifié le nom, qui existe dans les Côtes d'Armor, près des Sables d'Or, près d'Erquy. Et c'est vraiment comme ça. Là, dans mes romans, elle s'appelle Yvonne, elle tient le bar et son frère tient la boucherie à Nantes. Et à l'heure de l'apéro, il y a le frère qui distribue ce qu'on appelle comme nom de code des pistaches cacahuètes, mais ce n'est pas des pistaches cacahuètes, c'est de l'andouille et du saucisson. Voilà. Et vous donnez la recette de ce gobe-mouche dans le livre également. Une recette que j'ai inventée parce que la recette du tumouche est secrète. Donc voilà, je l'ai un peu inventée. Il y a des recettes secrètes comme ça. Il y avait à Cabourg comme ça un bar tenu par un homme, sa femme et sa maîtresse qui avait des recettes de cocktails totalement imaginaires. Il goûtait tout, donc à partir de 17h, il était pire que les clients. Alors, vous dites aussi dans ce livre, Sophie Talmen, que les blouses blanches ont tendance à briser l'espoir des gens. Ça, c'est aussi... Ah bon? Oui, c'est écrit dans le livre. Alors oui, c'est quand un personnage est en colère et le dit. Non, mais c'est vraiment une réaction de colère. Et je démontre le contraire, finalement, dans ce livre. Parce que justement... il faut apprendre à jauger les épreuves et tout ce qu'on peut faire subir à un malade pour l'aider. Et ça, vous l'expliquez bien dans le livre. C'est aussi quelque chose que les médecins ne font pas toujours, ou c'est une règle de la médecine? C'est vrai qu'on n'apprend pas ça dans nos études, à se comporter, parce que c'est vraiment inhérent à notre propre personnalité. Et l'expérience des années nous donne effectivement des clés pour réagir le mieux possible avec nos patients et gérer notre empathie aussi. Donner un peu d'espoir, mais pas trop d'espoir aussi. Il ne faut pas faire croire au miracle qui ne va pas arriver. Donc, tout ça, voilà, c'est des questionnements qu'on se pose dans nos études. Ouais. Oui, et puis le soir, quand on rentre et que la journée a été difficile avec des médecins, avec des malades au plus mal, il faut évacuer tout ça, c'est pas simple. Et ça, c'est ma façon d'évacuer, j'écris. Voilà. Mais il y a des moments où on perd le moral quand même, non? Face à tout ça. Eh ben, pour moi, c'est la clé, c'est d'avoir une activité à côté pour évacuer tout ça. Donc moi, j'ai l'écriture, mon mari, c'est le sport, d'autres, c'est l'hypnose, la méditation. Voilà, il faut trouver cet équilibre-là parce que sinon, on emmagasine et on craque, oui. Et aussi une chose qu'on apprend dans votre roman, Sophie Talmen, c'est la règle des 4 F contre le mal de mer. Oui. Parce que beaucoup de gens ont le mal de mer, et il y a une règle. Oui, je l'avais appris parce que j'ai fait pas mal de voiles. La règle des 4 F pour ne pas être malade, effectivement, je la donne. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a le froid, la frousse, la fatigue et la soif. Avec un petit cheveu sur la langue. Et ça, quand on respecte ces règles, on peut éviter le mal de mer. C'est effectivement une règle qui se vérifie. Et finalement, la Bretagne, c'est une terre traditionnelle à laquelle vous êtes attaché, et c'est une terre qui reste traditionnelle. Oui, surtout le Finistère, le bout du bout, qui est surtout ça. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie de ces poètes, de ces écrivains qui défendent la Bretagne? Il y en a eu beaucoup depuis des siècles. Alors, je ne me donne pas cette mission de la défendre parce que je trouve qu'elle se défend bien toute seule en étant ce qu'elle est.
tellement belle, tellement authentique. Mais oui, moi j'adore la Bretagne. Et vous faites rimer bienveillance avec résilience, ce qui n'est pas si courant. C'est gentil, c'est un bon compliment. Mais c'est vrai que la résilience ou la bienveillance, pour vous, sont deux vertus. La résilience, c'est vraiment se reconstruire après un drame. Et on a besoin de bienveillance pour se reconstruire. Et surtout, vraiment, on a besoin de l'autre. On a besoin d'être entouré. Et la bienveillance, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans le monde des médias que vous connaissez. Malheureusement. Oui. Et vos livres sont là pour apporter justement cette oasis. Je l'espère. Voilà. Vous allez continuer maintenant. Ah oui, oui. C'est reparti pour un nouveau livre. Sans doute. Voilà. En attendant, il y a celui-ci, Là où le bonheur se respire, avec un parfum de joie et d'émotion, qui est chez Albin Michel, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Et puis continuer à défendre la littérature et à aider les autres. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Sophie Talmen. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.